Merci d'être là pour accueillir pour la première fois chez nous Lionel Carillou. Lionel, qui vient de... Tu viens d'où là? Alors, bonjour à tous. Moi je viens de Grenoble, alors je suis breton à la base, voilà, d'origine bretonne, mais je vis à Grenoble pour les montagnes parce que j'ai découvert la montagne il y a quelques années, il y a une bonne quinzaine d'années. En rencontrant ma femme, tout simplement, Sophie Queno, qui est aussi une auteure guérin, qui a écrit le roman de Chamonix. Je le dis pas trop fort parce qu'elle va me piquer la vedette sinon, mais voilà. Donc j'ai quelques connexions avec Chamonix depuis quelques années. Et donc je viens de Grenoble et voilà, je suis journaliste à France Bleu, la radio France Bleu Isère. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous venez du coin ou pas, mais vous avez forcément une France Bleu près de chez vous. Là où vous habitez. Donc moi je travaille pour France Bleu Isère et puis je pratique la montagne en amateur et il y a environ il y a 4 ans, au moment du confinement, j'ai lancé avec un réalisateur de France Bleu Isère aussi qui s'appelle Simon Berthier, on a lancé une série de podcasts au moment du confinement. Voilà, on était un peu désœuvrés au moment du confinement et puis on a lancé une série de podcasts qui s'appelle toujours La Folie des Hauteurs. L'idée c'était de mettre au jour à la fois des archives de l'INA parce qu'on travaille en collaboration à Radio France et France Bleu avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, avec toutes les archives des télé et radios publiques qui couvrent plusieurs décennies et c'est vraiment une source inépuisable d'inspiration et de documents et qui sont vraiment intéressants à exploiter et qui ne le sont pas forcément pour plein de raisons parce que ça dort un peu dans des catalogues sur des serveurs. Et donc on a commencé avec Simon à fouiller un peu là-dedans, à essayer de sortir des histoires vraies qui se passent en montagne, en général des histoires qui sortent de l'ordinaire, voilà, qui ne sont pas forcément connues, certaines le sont, d'autres un petit peu moins. Et puis l'idée c'est d'aller chercher ces témoignages qu'on a dans l'INA, sur la base de l'INA, et puis aller aussi voir les protagonistes, parce que toutes ces histoires elles sont vécues par des gens en chair et en os, et puis souvent c'est quand même plus intéressant d'aller voir directement à la source, s'ils sont encore là, s'ils sont aussi d'accord pour qu'ils acceptent de témoigner. Donc voilà, avec tout ça, je raconte des histoires, donc sous la forme parlée, hein, c'est un podcast, c'est pas une émission de radio, c'est vraiment un podcast natif qui n'est pas diffusé à la radio, mais qui a été diffusé donc depuis 2020, principalement sur l'application Radio France. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, ces histoires-là, je les ai adaptées pour ce livre, La Folie des Hauteurs, parce que je connaissais Charlie Buffet, éditeur ici, et voilà, on a un peu parlé de ces histoires et on trouvait intéressant de les mettre par écrit et de faire vivre à la fois ces témoignages, ces histoires et puis toutes ces archives de l'INA. Moi je vais vous lire quelques passages parce qu'il y a 14 histoires dans ce que tu as sélectionné habilement, parce qu'il y en a qui ne sont pas très connus, c'est aussi sympa de remettre certaines personnes en avant, et puis vous pouvez réagir et poser des questions quand vous voulez. Claude Kogan n'a jamais vécu dans l'ombre des hommes. En montagne comme dans la vie, c'est une première de cordée. Installée à Nice, elle dirige une entreprise de conception de fabrication de maillots de bain de luxe. Quand son agenda de patronne le lui permet, elle s'exerce à l'escalade sur la grande falaise locale, le Baou de Saint-Janet, qui culmine à 802 mètres d'altitude avec vue sur la mer. Son grand projet, qui prend forme à la fin des années 1950, c'est donc d'organiser une expédition exclusivement féminine en Himalaya. Ce n'est pas tout à fait la première initiative du genre. En 1955, l'Écossaise Monica Jackson avait déjà dirigé une expérience féminine au Galzen Peak, du nom du Sherpa qui les avait accompagnés. Elle et Betty Stark jusqu'au sommet. Mais le Galzen Peak est une montagne qui ne fait que 6000 mètres d'altitude. Claude Kogan, elle, entend prendre sa revanche sur un sommet de plus de 8000 mètres, le Choyu. 3 ans plus tard, lorsqu'elle annonce son projet, les sponsors comme les mécènes ne se bousculent pas. Pensez donc, une expédition féminine sur un sommet déjà conquis par d'autres. À l'époque, l'alpinisme est l'affaire quasi exclusive des hommes et la conquête de l'Himalaya fait l'objet d'une compétition entre les nations. Or, Claude Kogan
comble de l'incongruité, a prévu d'y aller avec des ressortissantes de 5 pays différents. Bref, tout ça n'intéresse pas grand monde, à commencer par la Fédération française de la montagne, dont le comité Himalaya organise toutes les expéditions nationales depuis l'ascension du premier 8000, l'Annapurna, en 1950 par Louis Lachenal et Maurice Herzog. Claude Cogan devra donc se passer du soutien des instances officielles. Elle obtient toutefois l'aide du club alpin féminin britannique et d'un fabricant de vêtements. S'ajoutent les contrats d'exclusivité signés par une agence de presse suisse et 2 journaux, Paris Match pour la France et les 2 Télégraphes pour l'Angleterre. Mais ça ne suffit pas et chaque participante devra sortir de sa poche 450 000 francs, soit environ 8 000 € d'aujourd'hui, en guise de participation aux frais. C'est une pionnière, cette Claude Cogan. Hein. Oui, Claude Cogan, c'est une vraie. Oui, j'ai Cogan. Ouais, c'est Cogan. Mais non, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, c'est une vraie pionnière. On l'a un peu oublié. Il se trouve que Charlie Buffet a écrit un livre, une biographie que je recommande d'ailleurs sur Claude Cogan, qui est la seule biographie aujourd'hui qui existe sur cette alpiniste. Et ouais, Claude Cogan. Alors, il se trouve qu'elle est décédée au cours de cette expédition sur le Shoyu. Mais c'était vraiment une grimpeuse exceptionnelle. Elle a fait plusieurs premières sur des 7000 de l'Himalaya. Et puis elle était vraiment, elle grimpait à l'égal des hommes. Elle n'était pas du tout, elle n'a jamais été dans l'ombre des hommes. Elle a vraiment fait cordée commune avec un certain nombre de grands noms de l'alpinisme, et notamment Raymond Lambert qui a beaucoup grimpé avec elle et qui a fait le guide suisse. Et pendant assez longtemps, Claude Cogan, elle a détenu le titre de femme la plus haute du monde. Elle est montée jusqu'à 7700 mètres au Shoyu. C'était en 1954 ou 55. Et elle est montée jusqu'à 7007 avec Raymond Lambert. Et ils ont dû faire demi-tour à cause du mauvais temps. Et donc elle est revenue quelques années plus tard au Shoyu avec uniquement des femmes pour gravir. Elles étaient 12 femmes de 5 nationalités différentes. Et elle a monté cette expédition quasiment seule. Elle a eu très très peu d'aide. En même temps, elle avait son entreprise de maillots de bain et de prêt-à-porter à Nice, donc elle avait énormément de choses à faire, à côté de sa carrière aussi alpine, etc. Et puis chef d'expédition, c'est un gros boulot. Donc il faut rassembler de l'argent, des sponsors, etc. Et elle y a cru, et il se trouve qu'il y a une survivante de cette expédition qui s'appelle Micheline Rambaud, qui habite Annecy-le-Vieux, que je suis allé rencontrer parce que en fait moi je connaissais pas bien l'histoire de Claude Cogan, j'avais pas lu encore le livre de Charlie Buffet. Je connaissais parce que il y a des rues qui portent son nom, notamment à Grenoble. Ici je sais pas s'il y a une rue Claude Cogan à Chamonix, mais en tout cas voilà, moi je connaissais de nom mais je connaissais pas bien son histoire. Et il se trouve que il y a une revue d'histoire de Vendée qui a publié le témoignage de Micheline Rambaud il y a quelques années. Et donc j'ai pris contact avec elle pour qu'elle me raconte, mais cette fois-ci en témoignage audio, puisque moi je fais de la radio, pour qu'elle me raconte un peu son histoire, parce qu'elle était la cinéaste de l'expédition. Et donc elle faisait partie de ces 12 femmes. Et à travers elle, à travers son témoignage, j'ai découvert Claude Cogan, que je connaissais mal, et je suis vraiment content d'avoir fait sa rencontre quelque part, voilà, de manière avec les écrits, avec les témoignages des autres, avec les archives aussi, parce que je suis tombé sur plein d'archives. Elle était encore une fois, elle était la femme la plus haute du monde à l'époque, donc elle était connue pour ça. On l'invitait sur les plateaux télé, on lui posait des questions parfaitement, c'est dans le livre, parfaitement incongrues, en disant mais quand même, pour une femme, faire des choses comme ça, est-ce que c'est pas contre nature, je sais plus les expressions qui étaient exprimées. Enfin c'était l'époque aussi. Pouvez-vous supporter de pareilles fatigues? Vous êtes une femme, Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça, quoi. Et voilà, alors c'est à replacer. C'est une époque où encore on pensait que les femmes étaient plus faibles que les hommes, quoi, physiquement. Ah complètement, oui. Enfin, c'était vraiment acquis pour les gens, c'était comme ça. Quoi. Mais pourtant, pour autant, il y avait quand même un certain nombre de femmes qui brillaient en alpinisme. Alors il se trouve que hélas,
Claude Cogan a terminé tragiquement au Shoyu, mais c'était vraiment une femme d'exception, une grimpeuse qui elle aurait très bien pu le faire, en plus, hein, c'était juste une histoire de... Il y a une... Oui, après, on n'en réécrit pas l'histoire, mais c'est vrai qu'ils sont tombés sur du mauvais temps, et puis je pense qu'elle avait beaucoup investi dans cette... à la fois... financièrement et puis mentalement, elle avait beaucoup investi dans cette expédition, c'était très important pour elle. Et voilà, hélas. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un personnage qu'il faut redécouvrir. Ouais. On va rester un peu en Himalaya. Avec le 29 mai 1953, Ed Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay entrent dans l'histoire en gravissant pour la première fois les 8848 mètres de l'Everest au cours d'une grande et ambitieuse expédition britannique. Tenzing est devenu un héros national au Népal. Quant à l'apiculteur kiwi, il a été anobli par la nouvelle reine d'Angleterre, Elisabeth II, et gagne au passage ses 3 lettres. Il faut désormais l'appeler Sir Edmund Hillary. Auréolé de ce succès planétaire, il décide en 1959 d'organiser un nouveau voyage. Cette fois, il s'agira d'une expédition scientifique montée en collaboration avec le docteur Frigyes Pugh, personnage clé de l'entreprise de 1953. Pugh, le physiologiste de l'expédition, avait supervisé l'utilisation de l'oxygène. En 1959, Hillary et Pugh veulent étudier l'adaptation de l'organisme à la très haute altitude et pourquoi pas répondre à la grande question qui divise la communauté scientifique depuis la première tentative sérieuse sur l'Everest en 1922. Est-il humainement possible de gravir l'Everest sans l'apport d'oxygène supplémentaire ? Très vite, les 2 hommes délaissent le toit du monde pour se focaliser sur un autre géant himalayen, le Makalu, et ses 8485 mètres d'altitude. Le sommet a été foulé pour la première fois en 1955 par des Français, tous équipés de bouteilles d'oxygène. Afin de pouvoir se passer de toute aide respiratoire, Pugh et Hillary imaginent une expérience pour le moins radicale, basée sur le principe de l'acclimatation. 6 alpinistes triés sur le volet, dont le jeune Mike, vivront durant 6 mois dans une cabane construite pour l'occasion à 6000 mètres d'altitude. Ce refuge en forme de tonneau et constitué de panneaux d'aluminium portera le nom de Silver Hut, la cabane d'argent, et elle abritera un laboratoire complet pour mener toute une série d'expériences scientifiques. Pour financer cette longue et lointaine expédition, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Edmund Hillary met à profit sa stature de héros, son large sourire et son entre-gens naturel afin de convaincre un géant américain de l'édition de financer le projet. La simple promesse du progrès de la connaissance scientifique suffira-t-elle cependant à porter l'édition du World Book Encyclopedia ? Hillary, qui ne manque pas d'habileté, a imaginé un argument imparable. C'est quoi cet argument imparable pour trouver de l'argent ? Pour trouver de l'argent, il arrive à imaginer de précéder son expérience scientifique d'une chasse au Yéti. Et c'était une grande question dans les années 50, ça a beaucoup occupé la presse, il y a beaucoup de journaux qui ont financé des expéditions pour aller chercher d'éventuelles traces, preuves de l'existence du Yéti. Et il se trouve que comme Hillary était loin d'être bête, pour financer son expédition scientifique, qui intéressait pas forcément les grands médias, il s'est dit tiens, j'en profiterai pour ramener la preuve de l'existence ou pas du Yéti. Et donc ça a été un gros coup, c'est un coup de génie parce que il a embarqué avec lui un grand éditeur, ça lui a permis de financer son expédition. Et puis alors, il faut se remettre là aussi dans le contexte de l'époque, c'est que c'était une vraie question, vraie question scientifique à l'époque, l'existence du Yéti, parce que le Yéti a toujours existé dans les cultures tibétaines, himalayennes. C'est un grand classique. Il a plusieurs noms, mais enfin en tout cas, c'est quand même une constante de la culture des populations de l'Himalaya. Mais c'était une vraie question scientifique aussi parce que
il y a des zoologues qui cherchaient comme ça alors il n'y a pas que le yéti, hein, mais il y a voilà, les espèces, le sélacanthe par exemple, qui est le poisson, un poisson issu, vous voyez ce que c'est le sélacanthe? Non, c'est un espèce de poisson préhistorique dont on s'est longtemps demandé s'il existait ou pas. Et on l'a trouvé assez tard en fait. Il y a comme ça des espèces, je crois une espèce de panda, je ne sais plus, je cite dans le livre, qui a été découverte assez tard, après avoir été décrite dans des cultures locales et dans des traditions. Donc finalement, c'était pas complètement... Il aurait pu exister en plus. Ou l'okapi, voilà, l'okapi on l'a trouvé assez tard. On en a trouvé les traces de l'existence assez tard. Donc donc c'était légitime, hein, c'était une question vraiment légitime de se dire est-ce que finalement le yéti existe ou pas. Il faut que tu appuies là-dessus. Et donc il a embarqué avec lui toute une équipe de personnes, avec à la fois des scientifiques, des jeunes cobayes qui étaient là pour l'expérience scientifique, passer 6 mois dans une petite cabane construite pour l'occasion, à charge à eux de faire des expériences. Tous les jours ils avaient des expériences à faire, ils devaient pédaler sur un vélo d'appartement, ils devaient faire des prises de sang, expirer de l'air, analyser, etc. Donc ils étaient vraiment, c'était de vrais cobayes. Et avant cette expédition-là, ils ont fait pendant à peu près pendant plusieurs semaines, 2 mois je crois, ils sont allés traquer le yéti, à tel point que même dans l'expédition, il y avait le directeur du zoo de Chicago qui faisait partie de l'expédition, parce qu'il voulait lui ramener le yéti dans son zoo, tant qu'à faire. Voilà. Alors ça n'a pas donné grand chose. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des traces dans la neige. Est-ce que c'était vraiment des traces de yéti ou pas? Ça portait à discussion, etc. Et puis un peu en désespoir de cause, ils se sont arrêtés au monastère de Kumjung, qui est assez connu, hein, monastère bouddhiste. Et là, on leur a confié, les moines leur ont confié un scalp prétendument de yéti pour aller le faire analyser en Europe. Il est toujours d'ailleurs. Hein. Et il est toujours, il est revenu. Il est toujours, oui, on peut le voir encore. Je l'ai vu. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc les moines ont gentiment prêté à Hilary le scalp. Le scalp a fait un peu le tour de l'Europe et des États-Unis. Il est parti 1 mois et demi et donc il leur a présenté le scalp. Il a présenté à des scientifiques, des zoologues, mais qui sont arrivés quand même à la conclusion que c'était une pièce fabriquée qui était très ancienne, mais qui avait été probablement fabriquée. Donc ça n'a pas été conclu. Donc fausse piste. Donc finalement, le côté, la chasse au yéti n'a pas donné grand-chose. En revanche, l'expédition scientifique, elle, qui a été permise grâce à cette chasse au yéti, qui a été financée par la chasse au yéti, ça a posé vraiment les bases de la physiologie en altitude. Et ces 6 garçons sont restés vraiment 6 mois à 6000 mètres. Ils étaient au col, Claude Jacou doit connaître, mais juste en bas de l'Amada Blanc. Et ils ont fait, c'est un sommet très emblématique de l'Himalaya qui fait 6700 mètres, une très très belle montagne, très esthétique. Ils étaient au pied de la montagne et ce que je raconte dans le livre aussi, ils ont gravi l'Amada Blanc, c'est eux qui ont fait la première pour se distraire, mais ils n'avaient pas de permis. Donc ça a créé des gros soucis diplomatiques après. Et il a fallu que Edmond Hillary calme un peu les esprits, etc. Et comme il était très connu, ça a aidé aussi, mais ils en ont profité pour gravir l'Amada Blanc. Et effectivement, toutes ces expériences scientifiques, elles ont servi. Ils ont monté ensuite leur vélo d'appartement à 7400 mètres d'altitude. Ils ont pédalé sur les flancs du Makalu à 7400 mètres. Ils ont fait des analyses, etc. Et aujourd'hui encore, c'est ce que je raconte dans le bouquin, mais il y a des professeurs de physiologie qui s'en servent dans leurs cours comme en référence. Non, ça a été la première fois qu'on a fait des expériences aussi haut sur la physiologie. Et c'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Et pour terminer sur ce passage, moi, là, comme on parlait du l'expédition du Shōyu, où j'ai rencontré Micheline Rambaud, là, c'est marrant parce que quand je me renseignais sur cette histoire, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais j'ai lu une biographie d'Edmond Hillary qui n'est pas traduite en français, qui a été écrite par Michael Gill, qui est un néo-zélandais comme Hillary,
Et en lisant sa biographie, quand je lis le chapitre sur la Silver Hut expédition, cette expédition, il parle à la première personne. Alors je ne comprenais pas bien au début. Ah ouais. Je comprenais pas. Et en fait, il était dans cette expédition. Donc je l'ai appelé, on a fait une conférence, on a fait un Teams, une réunion, là, voilà, je l'ai enregistré, etc. Et donc il a 82 ans, je crois, 83. Et il a participé à cette expédition donc en 59-60. Et il raconte la chasse au Yéti, les expériences scientifiques. Enfin, pour lui, il avait 20 ans, vous imaginez. Il est parti 6 mois, ça a été une aventure extraordinaire, quoi. Et maintenant, lui, il est médecin physiologiste. Voilà, c'est marrant, ça lui a ouvert quelques voies. Quelques portes. Ouais. Quelques portes. Mais c'est vrai que c'est... Est-ce qu'ils ont réussi à gravir? Alors non. Alors non, ils sont montés à peu près... le projet de l'Everest a été abandonné assez rapidement. Ils se sont rabattus sur le Makalu. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas du tout, c'était une vraie question, hein, on ne savait pas du tout s'il était possible humainement d'aller au sommet de l'Everest sans oxygène. Et on utilisait quand même beaucoup l'oxygène. Le précédent record, je crois que c'était, ça devait être Norton qui avait été à 8500 mètres, hein, donc assez haut sans oxygène. Mais on ne savait pas si 8008 on y arriverait. Donc eux ont fait l'expérience sur le Makalu. Mais ils sont allés donc avec 2 groupes, ils avaient 2 cohortes, une acclimatée dans la Silver Hut pendant 6 mois et d'autres grimpeurs qui arrivaient directement d'Europe. Et ils ont essayé comme ça d'aller au sommet. Et puis bon, l'expédition a fait que les groupes se sont un peu mélangés parce que c'est compliqué la logistique, hein, les camps, etc. Ça devient compliqué. Donc ils se sont un peu mélangés et ils sont allés à peu près, le Makalu fait 8005, ils sont allés à peu près à 8003. Mais ils ont été rattrapés par le mauvais temps, ça devenait trop compliqué, ils sont redescendus. Voilà. Mais ils ont quand même fait toutes leurs expériences, même si ils ne sont pas allés au sommet. C'est quand même des histoires, oui, qui sont plus, on va dire, pas plus secrètes, mais plus anecdotiques par rapport à la montagne, par rapport à Hilary. Moi, je trouve ça intéressant de découvrir ça. Oui, l'idée, c'est de... L'idée, moi, ce que j'ai voulu faire avec La Folie d'auteur, je parle du podcast et du livre, j'ai pas repris les grands drames de l'Alpe, homicide, etc. Où il y a des histoires très tristes en montagne, vraiment dramatiques. Alors il se trouve que le Shoyu, c'est une histoire assez dramatique, mais finalement qui aussi, c'est important aussi de raconter l'histoire de ces femmes et de mettre en lumière tout ce qu'elles ont accompli. Mais j'ai évité un peu les grandes histoires dramatiques pour essayer de parler d'histoires un peu moins connues, même si je prétends pas avoir inventer ces histoires-là ou être le premier à la raconter, hein, c'est pas du tout le cas, mais en tout cas, l'idée c'est de raconter des histoires un peu originales et qui sortent de l'ordinaire et puis où il y a quand même quelque chose où il y a, j'allais dire, pas une morale, c'est un grand mot, mais en tout cas quelque chose d'universel, voilà, qui raconte, non pas les montagnes finalement, c'est qu'un décor, mais ça dit beaucoup sur l'être humain, sa détermination, ses rêves, ses failles, sa grandeur, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de raconter des histoires d'abord humaines, et puis qui se passent en montagne, parce que c'est ce qu'on aime, et c'est un décor qu'on apprécie. Et bien là, on va redescendre un peu, mais on va aller en falaise. Le samedi 11 décembre 1982 à 17h50, l'escalade a déboulé dans la vie des Français. Ce soir-là, les téléspectateurs d'Antenne 2 découvrent avec fascination la silhouette d'un jeune homme de 22 ans qui défie les lois de la pesanteur sur la grande falaise de calcaire de Bious. Simplement vêtu d'un short et d'un débardeur, la chevelure blonde retenue par un bandeau rouge, il grimpe la paroi verticale avec une aisance déconcertante. Les mouvements sont rythmés, fluides, précis. La musique du début a laissé place au chant des oiseaux qui peuplent la nature luxuriante du Luberon. On entend aussi le souffle régulier du jeune homme qui se trouve maintenant à 100 mètres du sol. Un détail retient toute l'attention, il n'a pas de corde. Ce qui est intéressant en solo, c'est le fait que ta vie soit en danger, commente le grimpeur en voix off. Ça motive ta concentration. Il y a une notion de peur qui entre en jeu, c'est certain, et ce qui est plaisant, c'est d'arriver à la dominer. Le phénomène télévisuel s'appelle Patrick Edlinger, et depuis cette soirée d'hiver, il est le visage de l'escalade. La vie au bout des doigts, ce documentaire diffusé sur Antenne 2 est ce que l'on peut appeler un film culte, véritable ode à la liberté.
Le 26 minutes réalisé par Jean-Paul Janssen est resté jusqu'ici une œuvre inégalée. Là, je saute des pages. Le grimpeur y prône une sorte de frugalité heureuse, faite de plaisir simple dans une sorte de manifeste écolo avant l'heure. Un sandwich, un verre d'eau, c'est tout ce qu'il lui faut à notre héros. Ce discours qui accompagne le téléspectateur, c'est aussi ce qui est en fait une œuvre d'exception pour Bernard Germain, guide, réalisateur et auteur de Dico Vertigo, le dictionnaire de la montagne au cinéma. Grâce au texte, on fait appel à l'intelligence du téléspectateur et pas seulement à son stress, pas seulement à son voyeurisme. On fait appel à son désir de savoir comment il est possible d'arriver à une telle maîtrise. Je crois que c'est la qualité et la force du film que je défends bien longtemps après. Bernard Germain voit aussi dans La vie au bout des doigts l'influence du cinéma américain et il rappelle que le réalisateur Jean-Paul Janssen avait été opérateur sur le tournage du film La descente infernale avec Robert Redford. Comme les héros de western, on dirait que son héros, Edlinger, c'est quelqu'un qui vient de nulle part, on ne sait rien sur lui, fait remarquer Bernard Germain. Dans ce film de 26 minutes, on ne nous raconte pas son histoire, on ne nous dit pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, simplement il est en train de vivre quelque chose de fort et c'est sa vie qui est mise en jeu. C'est exactement ce que sont les héros de western. Edlinger sera donc un pauvre lonesome cowboy. Tout le monde l'a vu, je pense, ce film. Hein. Ouais, film culte. Et alors, l'histoire, on la connaît aussi, celle-là. Et moi, je l'ai prise par un petit biais, c'est que j'ai rencontré donc Jean-Paul Janssen, le réalisateur, qui a fait beaucoup. Il a vraiment fait beaucoup pour la médiatisation de l'escalade, montrer l'escalade de manière si esthétique, comme il l'a fait dans ses films. Mais il a disparu dans les années 80, 86 je crois. Et puis c'était une toute petite équipe à l'époque, ils étaient 3 ou 4 pour faire ce film. Et moi j'ai rencontré Gilbert Laureau qui était le chef opérateur. Et lui c'est drôle parce que Gilbert Laureau, donc il était caméraman. Et on l'appelle un jour, Jean-Paul Janssen, il dit tiens je vais faire un film sur des grimpeurs, j'ai besoin d'un caméraman, tu viens avec moi, ok. Et le voilà embarqué dans un univers qu'il ne connaissait pas du tout. Lui faisait du bateau, Gilbert Laureau. Et il débarque à Buux. Ils ont d'abord filmé à Buux. Donc quand il fait du solo, voilà. Et après, c'est dans le film, il y a aussi un moment il grimpe au ras de l'eau. Ça a été fait un peu après. Mais donc ils arrivent littéralement à Buux. Et Gilbert Laureau, qui ne connaît rien à la montagne, rien à l'escalade, etc., voit Edlinger, il le raconte, hein, il voit Edlinger qui part et qui dit je vais vous montrer. Et donc il se met à grimper comme ça. Et donc le Gilbert Laureau qui est pas du tout de cet univers-là, il est scotché parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, quoi. Il n'a jamais vu ça. En plus le gars, Edlinger grimpe comme ça. Il a mis une vingtaine de minutes à faire la voie, je crois qu'il fait 120 mètres. Et il fait ça tout seul sans corde, juste pour vous montrer. Je vais vous montrer, donc il grimpe. Et donc Gilbert Laureau, il est scotché, quoi. Il est vraiment scotché et c'est lui qui tient la caméra après. Quand ils se mettent à filmer, c'est lui qui tient la caméra. Et c'est vrai qu'il raconte son stress, etc. Parce que lui n'a aucune maîtrise sur ce que Edlinger fait. Mais Edlinger, évidemment, il maîtrise lui parfaitement ce qu'il fait. Mais Gilbert Laureau, il est un peu décontenancé par tout ça. Et puis il explique qu'à un moment, il voulait... il trouvait ça quand même dangereux, donc il disait on va lui donner on va mettre une corde qui va pendouiller pour qu'il se rattrape, etc. Enfin des trucs un peu, voilà, c'est de cinéma quoi. De cinéma, voilà. Un truc. Mais non, Edlinger voulait pas, etc. Il grimpait à sa façon. Et Gilbert Laureau, il est intéressant parce qu'il me montre vraiment que ce qu'on sait déjà, mais ce film n'a pas mis en scène quelque chose. Edlinger vivait vraiment comme ça, quoi. Et en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'il le partageait avec les autres, même si c'est dur à partager ce genre de passion. Mais à l'époque, il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas... donc il filmait, en fait, il a filmé... En fait, moi je pensais que pour La vie au bout des doigts, je pensais qu'ils avaient filmé avec une chèvre. C'est un trépied qu'on met sur la paroi. Et pour se décoller de la paroi et puis pour filmer en plongée. Et en fait, pas du tout. La chèvre a été utilisée pour Opéra Vertical, le film d'après. Mais La vie au bout des doigts a été filmée avec 2 caméras, une au sol que tenait Janssen avec un téléobjectif
Et l'autre sur une vire, et Gilbert Leroux était sur une vire, il était accroché, il ne pouvait pas bouger. Il était accroché, il avait un... Je crois qu'il y avait un guide pour la sécurité quand même, pour l'accrocher lui. Pour lui, oui. Pour lui. Et lui filmait comme ça au milieu de la paroi. Mais ils n'ont pas utilisé vraiment de choses très techniques en réalité. C'est fou, hein, ouais. Ce qui paraît dingue, parce que le film, il est vraiment près de l'action. Ouais. Il y a peu de plans de coupe. Enfin... Bon, on l'a revu en fait là je crois que c'était les 10 ans de la disparition de Linger, et c'est vrai qu'il a très bien vieilli ce film. Il fait toujours autant d'effets par rapport à des films sensationnels. C'est extraordinaire de le voir grimper. On peut le comparer à celui qu'il y a eu sur Alex Honnold. Oui, d'ailleurs c'est ce que dit un peu Bernard Germain aussi, c'est-à-dire que dans le film Honnold Free Solo, on met en scène un peu l'angoisse du caméraman, du réalisateur, de sa copine qui est très, et on fait monter quand même toute cette peur, ce stress, etc. Alors c'est très américain, mais dans La vie au bout des doigts, il n'y a pas du tout ça. Il y a sa voix monocorde qui explique. Alors Gilbert Leroux, lui, il est stressé parce qu'il est dans le truc, mais on le montre pas. On filme pas Gilbert Leroux en train de filmer, voilà. Donc alors c'est deux cultures différentes, c'est deux époques différentes, mais en tout cas c'est deux films qui racontent un peu la même chose parce qu'ils ont des vies un peu similaires quand même, mais d'une façon complètement différente. Comme quoi, hein, nous les Français, on était quand même avant. Ça se complète. Hein, ça se complète, ouais. Ça se complète. Et puis il y a un autre soliste aussi qu'on connaît peut-être moins bien. Il a un nom passe-partout, un physique discret, 1m65 et probablement la moitié d'un quintal. Et pourtant, Alain Robert passe rarement inaperçu dans son ensemble. Pantalon, veste en peau de serpent, couleur argent, et ses Santiago, également en peau de serpent. C'est comme ça que le Spider-Man français connu dans le monde entier pour ses escalades de building est habillé. Il a grandi dans la vallée à Valence, un père représentant de commerce, une mère secrétaire et un appartement familial situé dans un immeuble au nom prédestiné, Aile Froide, comme le sommet du massif des Écrins. Très tôt, le jeune Alain Robert rêve de montagne et commence à fréquenter les falaises du coin. Le directeur d'un magasin de sport qui prépare également le diplôme de guide de haute montagne prend l'adolescent sous son aile et l'embauche comme vendeur. En 1979, ils escaladent ensemble la voie Jackson dans la face nord et droite, dans le massif du Mont Blanc. Une voie extrêmement difficile sur une immense paroi de glace haute de 1000 mètres. À seulement 17 ans, Alain Robert fait preuve d'une aisance insolente. L'année suivante, avec son patron et 4 autres solides grimpeurs, le jeune prodige réalise la traversée intégrale du massif des Écrins. En 12 jours, la cordée parcourt 120 km d'arêtes effilées et 80 sommets. Le Dauphiné libéré consacre un article au jeune Valentinois. Beaucoup de portes lui sont ouvertes, écrit le quotidien local. 2 ans plus tard, toutes ces portes ont bien failli se refermer d'un coup et pour toujours. Ce jour-là, Alain Robert installe une corde pour un groupe de jeunes sur une falaise de Cruas en Ardèche, alors qu'il descend en rappel un nœud d'amarrage lâche. Sa vie bascule en une fraction de seconde. « Je suis parti la tête la première », me raconte-t-il. Ça n'a pas été le meilleur plan parce que je suis tombé de 20 mètres et à la base de la falaise, il y avait une dalle calcaire. Les mains ont atterri en premier, donc les poignets ont vraiment éclaté. On appelle ça un fracas osseux. Et les coudes aussi parce que mes avant-bras ont travaillé comme des amortisseurs. C'est d'ailleurs ce qui m'a probablement sauvé la vie parce que la tête a quand même tapé ensuite, mais une grosse partie de l'énergie avait été absorbée par mes avant-bras. Donc fracture du crâne, coma, fracture du bassin, fracture de la cheville, etc. Mais ma tête a été relativement protégée. J'ai quand même perdu quasiment 45% de mon sang. Mon pronostic vital était vraiment engagé. Je me suis réveillée, les médecins sont venus me voir, je leur ai demandé quand je pourrais recommencer à grimper. J'avais eu un accident 8 mois avant, donc pour moi un accident ou un autre, je n'avais pas conscience que celui-là, c'était vraiment un accident très grave. Oui. Alain Robert, vous voyez sans doute qui c'est, Alain Robert, celui qui grimpe les buildings. Oui. Ça, c'est une vraie rencontre parce que je connaissais, enfin, je l'avais jamais rencontré avant de faire un épisode du podcast et ce chapitre du livre. Et moi, je n'avais que l'image médiatique en fait d'Alain Robert. Quand on le voit fanfaronner les menottes au poignet, vous savez, quand il se fait arrêter en haut du building, etc., avec ses vestes en peau de serpent, etc. Donc,
Et donc je l'ai rencontré, alors il se trouve que alors il vit à Bali lui, et il revient régulièrement en Europe. Et je l'ai rencontré il y a à peu près 1 an, c'était au mois de juin de l'année dernière. On est allé au col de Tourniol, c'est dans la Drôme. C'est pas très loin de Valence, là où il a grandi, et on a passé un moment comme ça. Alors au début, je voulais, parce que pour certains épisodes et certains textes, je vais grimper avec les gens que j'interviewe. Mais là, bon, j'ai vite vu que c'était pas trop possible de grimper avec lui, parce que de toute façon, lui, il grimpe toujours tout seul, voilà, sans corde. Ouais, voilà. Voilà, donc voilà, je me suis dit c'était plus sage de faire une interview tranquillement au pied des parois. au pied, voilà, un endroit sympa dans l'herbe, au soleil, c'était vraiment sympa. Et on était dominé par le col de Tourniol, le dièdre de Tourniol, qui est une voie qu'il a fait très jeune. Quand il était au CAF et qu'il a fait déjà en solo. Alors Alain Robert, il prend des risques insensés, hein, c'est voilà, à ne pas reproduire chez soi évidemment, mais c'est vrai qu'il a toujours vécu comme ça. Il a eu ce gros accident qui a quand même handicapé beaucoup, parce que notamment ses poignets ont été très abîmés, il a perdu de la mobilité, mais malgré cet accident, il a encore progressé, et il grimpait en solo à un niveau qui était proche du niveau maximal mondial à l'époque. Donc il prenait vraiment énormément de risques, et ça a toujours, d'ailleurs, c'est ce que dit notamment dans le livre Jean-Michel Asselin, qui a été rédacteur en chef de plein de magazines de montagne, et il me dit qu'à l'époque, effectivement, on était un peu gêné avec ce personnage d'Alain Robert, parce qu'il prenait des risques insensés. Donc on ne voulait pas trop le mettre en avant, même si ce qu'il faisait était complètement dingue. Mais on avait quand même une certaine retenue, c'était pas un exemple à suivre, entre guillemets. Et puis finalement, il prenait énormément de risques, et puis il poussait le bouchon de plus en plus loin, etc. Mais finalement, ce qu'il a sauvé, c'est les buildings, parce qu'il a abandonné le rocher de très très haut niveau pour se mettre au building, parce que tout simplement au début c'était pour un sponsor, hein, une marque de montres suisse, et il a comme ça changé un peu de direction, changé de voie. Alors lui dit que les buildings c'est beaucoup plus facile, etc. Je ne sais pas, hein, j'ai jamais essayé. Voilà. Alors c'est toujours la même chose, c'est très répétitif. Bon, voilà. Mais finalement, ça a été un peu la façon qu'il a eu de se réinventer, et il fait qu'aujourd'hui il continue encore. Mais c'était quand même un super grimpeur, quoi. Et ça, c'était un grimpeur de rocher, et ça on l'a oublié. Ouais, voilà. Et ça c'est bien que tu le remettes un peu en avant. Il faisait du 8B en solo intégral, je sais pas si ça vous mais parle en fait, c'est juste, c'est incroyable. Enfin, mais c'est toujours dans la il avait le niveau des lingers en fait. Oui, après c'est. Mais Linger prenait toute la lumière. À l'époque, effectivement, il y avait pas de place pour tous les grimpeurs. Il y en avait plein. Hein. Le Ménestrel, il y avait des grands grimpeurs à l'époque. C'est vrai qu'Edlinger, il a pris beaucoup la lumière, etc. Parce que, notamment par les films de Janssen qui l'ont vraiment sublimé la façon qu'il avait grimpé. Mais ils étaient quand même quelques-uns. Et c'est vrai que lui, il était dans son truc à faire des trucs en solo vraiment très, très extrêmes. Et lui a souffert de ce manque de reconnaissance, qu'il a eu par ailleurs sur les buildings plus tard. Eh bien, on va faire un dernier, mais alors je vais vous proposer de choisir, parce qu'il y en a plein. Hein. Alors, soit il y a René de Maison, il y a Marco Siffredi, ou alors il y a le tocard de l'Everest, c'est Nadir Dandoum. Vous voulez qui? Vous aviez dit Marco Siffredi? Allez, on va dire Marco Siffredi, l'enfant de Chamonix. Et oui. Et puis parce que après vous lirez le livre, hein, parce qu'il y en a pas mal à découvrir. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Puis il y a d'autres trucs, il y a des trucs assez marrants aussi avec Trotsky, avec le surfeur de l'Everest.
Marco Siffredi n'a que 22 ans. Il a découvert le surf quelques années plus tôt, à l'adolescence, et à peine est-il sorti qu'il est déjà l'un des meilleurs de la discipline. La montagne, il l'a dans le sang. Marco est né à Chamonix et son père, coiffeur de profession, a aussi un diplôme de guide de haute montagne. L'hiver, à Chamonix, la neige remplit les couloirs sous les sommets, dessinant autant de lignes que les amateurs de pente raide, skieurs ou snowboarders, rêvent de descendre. Ce qui intéresse le jeune Marco par-dessus tout, ce n'est pas d'exécuter des figures acrobatiques. Son truc à lui, c'est plutôt de réaliser des descentes extrêmes, dans des pentes vertigineuses. Le journaliste Antoine Chandelier, alors correspondant du Dauphiné libéré à Chamonix, se souvient de l'arrivée de ce jeune homme sur la scène médiatique au milieu d'une actualité dramatique. La fin des années 1990, c'est l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, l'avalanche sur le hameau de Montroc, les morts en montagne. Marco, qui parle en verlan, porte des boucles d'oreilles et se teint les cheveux dans différentes couleurs, apporte un vent de fraîcheur. Pour moi qui commençais vraiment le métier de journaliste, ça me permettait de vivre à mon tour ces grandes heures de la montagne qu'on avait un peu perdues, ces heures des grandes premières, confie Antoine Chandelier. Lui renouvelait le genre avec l'engin qui, à l'époque, incarnait le futur, c'est-à-dire le snowboard. Et il descendait dans des pentes incroyables où il risquait sa vie. Je me suis passionnée pour lui. Sa trace était balbutiante au début. Il faisait des premières qui étaient assez accessibles. Et puis très vite, il a fait le Nant Blanc. Sacré personnage, ce Marco Siffredi. Il y a un livre d'ailleurs excellent d'Antoine Chandelier qui s'appelle La Trace de l'Ange. Antoine que j'ai interviewé aussi pour le podcast avec aussi Bertrand Delapierre qui était le grand copain de Marco Siffredi. Et puis Jean-Marc Porte, parce que l'histoire elle est quand même anglais sur sa grande première à l'Everest. La première descente en snowboard de l'Everest, et il se trouve que il y avait un témoin de premier plan à l'époque, c'était Jean-Marc Porte qui était à l'époque rédacteur en chef de Montagne, enfin en tout cas il était dans la presse spécialisée, et il a vu donc, il me raconte, il voit Marco Siffredi qui descend sur son surf et qui prend le couloir Norton pour le descendre. Et il a cette image complètement extraordinaire de ce gamin de Chamonix qui est à la vingtaine, très talentueux, etc. et qui fait cette descente. Et d'ailleurs, il y a eu un film aussi, le film de Bertrand Delapierre, où on entend également la radio où le chef d'expédition guide Marco Siffredi dans le couloir Norton, qui est un peu complexe parce qu'il y a des gradins, des couloirs de neige, etc. C'était assez peu enneigé, c'était au printemps, donc là il le guide dans cette immense face, et Jean-Marc Porte qui est témoin de ça, et je trouve voilà, c'est un personnage inspirant encore aujourd'hui, Marco Siffredi, même pour les jeunes générations, parce qu'il avait le look, il a défriché plein d'itinéraires, et ça reste un grand personnage de la montagne.